Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule vidéo bilan d'enseignement scientifique de première sur le thème numéro 2, le soleil, notre source d'énergie. On va revoir ce qu'on a fait dans la séquence 1 du rayonnement solaire. Donc vous pouvez compléter le bilan que je vous ai distribué en cours ou bien retrouver ce bilan à compléter sur le site science-finum.com. Donc le soleil transmet à la Terre de l'énergie par rayonnement. Donc cette énergie, elle a des conséquences importantes pour notre planète. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut caractériser l'énergie émise par le soleil et évidemment aussi la réception d'une part de cette énergie sur la Terre. Alors évidemment, les notions de base à voir, c'est la relation entre l'énergie et la puissance. On avait vu que l'énergie en joules, va être égal à P fois delta T, P étant la puissance en watts, et delta T, la durée sur laquelle on va considérer notre intervalle. Évidemment, le temps ici est en secondes. La conversion entre degrés température absolue en Kelvin est relative en degrés Celsius. On avait vu que le 0 Kelvin symbolisait le moins 273,15 degrés Celsius. C'est l'état dans lequel la matière ne bouge plus en théorie et donc du coup n'a plus de mouvement atomique. Donc on va caractériser l'énergie des étoiles et plus particulièrement le Soleil. Le Soleil est donc le siège des interactions de fusion nucléaire qui consomment 2 noyaux d'hydrogène pour produire un atome d'hélium. Donc cette réaction, elle s'accompagne de la libération d'une très grande quantité d'énergie et elle permet au Soleil de conserver des températures très élevées. Alors quand on dit très élevées en physique, surtout physique astronomique, on va essayer de voir quelques petits exemples. Le Soleil, sa température de surface, elle est d'environ 5700 degrés Celsius. D'accord ? Et la température de cœur, elle est plusieurs millions de degrés. À ce moment-là, on n'est plus à 2 vaches près. Une étoile qui est... Donc ça, c'est une étoile qui est plutôt moyenne dans sa température. Une étoile qui va être très chaude, ça va être par exemple la H 1504 plus 65. Pas forcément un nom très esthétique, mais sa température de surface, elle est de 200 000 degrés Celsius, et la température de cœur, elle est plusieurs milliards de degrés. Vous voyez, il y a une grande différence entre les deux étoiles. Notre étoile, le Soleil, n'est pas une étoile qu'on pourrait qualifier d'excessivement chaude, c'est une étoile plutôt moyenne, et c'est son avantage. Donc au début du XXe siècle, les physiciens Henri Poincaré, Henri Poincaré c'est plus un mathématicien, mais on va les considérer ici comme deux physiciens, donc Henri Poincaré et Albert Einstein, établissent une équivalence entre la masse et l'énergie. Donc on va avoir l'équation que vous connaissez bien, delta E, qui va être égal à delta M fois C carré. E est égal à mc carré. Donc delta E ici c'est notre énergie libérée ou consommée, bien sûr, suivant le point de vue dans lequel on se place. L'énergie, on l'a dit tout à l'heure, c'est en joules. Delta M, ça va être notre défaut de masse, d'accord ? Ça va être la masse consommée, ou pareil libérée, en kilogrammes. Et c'est la célérité de la lumière dans le vide, qui est une constante, qui est une constante absolue, qui soit vous sera donnée, soit vous pouvez prendre environ égal à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ainsi, l'énergie libérée par les réactions de fusion nucléaire s'accompagne donc d'une diminution de la masse du Soleil au cours du temps. Et plus le Soleil va donner de l'énergie, plus il va consommer de la masse. Un petit exemple de l'utilisation de cette petite formule, donc si on considère la fusion des noyaux d'hydrogène dans le Soleil et qui produisent une puissance d'environ 4 10 puissance 26 watts, donc on est bien sur une puissance. Donc cette puissance, elle est émise, cette puissance émise s'accompagne donc toutes les secondes d'une diminution de delta M de la masse du Soleil. Donc delta M, ça va être l'énergie divisée par la célérité au carré, sauf que l'énergie, on vient de le voir, c'était P fois delta T. Donc on va avoir delta M égale à P fois delta T, le tout divisé par C carré. En faisant l'application numérique et en n'oubliant pas le carré au-dessus de la célérité, on obtient environ 4 millions de tonnes par seconde. Donc le Soleil émet des rayonnements sur la totalité du spectre électromagnétique. Ces rayonnements sont étudiés à partir
de spectres représentant l'énergie rayonnée par le Soleil en fonction de sa longueur d'onde. L'analyse de ces profils spectraux est réalisée dans le cadre du modèle du corps noir, qui indique que l'allure des spectres ne dépend pas de la température. Alors évidemment, dans le cadre du modèle du corps noir, le spectre du rayonnement émis par le Soleil dépend uniquement de la valeur de la température de sa surface. Je vous mets une petite note, un corps noir physique n'est pas forcément de couleur noire. En effet, un corps noir est un objet physique idéal qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit. Donc tous les spectres présentent un maximum d'énergie rayonnée pour une certaine longueur d'onde, lambda, maximum pour le coup. Et à la fin du 19e siècle, le physicien allemand Wilhelm Wien, 1896, vous voyez que c'est une petite dizaine d'années avant l'équation de Einstein, il nous montre une relation hyper importante. Donc la loi de Wien, ça va être lambda max fois la température, qui va être égale à une constante. Alors la constante, soit on vous la donnera, soit il faudra la calculer, mais elle n'est pas à prendre par cœur. Donc T, c'est bien la température ici exprimée en Kelvin. Ça ne marche que pour les Kelvin, cette histoire. Donc la valeur expérimentale de cette constante, on a trouvé environ 2,8978 10 puissance moins 3 mètres Kelvin. Donc vous voyez que ici, puisque ma constante est en mètres Kelvin, il va falloir que mon lambda, ma longueur d'onde, soit traduite des nanomètres, qui est en général la longueur d'onde qu'on vous donne, en mètres. Donc, je vous rappelle, 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Donc dans le cadre de notre corps noir, la température de surface du Soleil est inversement proportionnelle à la longueur d'onde d'émission maximale lambda max. Donc on va faire un petit exemple. Avec la température de surface du Soleil, qu'on a donnée tout à l'heure, on va pouvoir calculer sa longueur d'onde d'émission maximale. Alors comment est-ce qu'on va faire ? On sait que lambda max fois t est égal à une constante. Donc du coup, lambda max c'est aussi égal à cette constante divisée par la température du Soleil. Avec l'application numérique, on trouve que on a bien lambda max qui est égal à 2,8978 10 puissance moins 3 divisé par environ 5900 Kelvin. On trouve environ 490 nanomètres, ce qui correspond globalement à la couleur de surface de notre Soleil. On pourrait vérifier avec le petit spectre du visible qu'on est bien dans la bonne couleur. Donc le Soleil va nous envoyer une certaine quantité d'énergie et à une certaine longueur d'onde, à cause de sa température. C'est ce qu'on vient de voir. Donc l'énergie solaire reçue par la Terre, c'est ce qui va nous intéresser spécifiquement pour notre transition écologique notamment, va être évaluée par la constante solaire. La constante solaire est la puissance que reçoit une surface plane de la Terre perpendiculaire aux rayons du Soleil, une surface de 1 mètre carré. Je vous ai mis sur le petit schéma là. Donc on a la constante solaire hors Terre qui va être à 1368 watts par mètre carré, donc c'est ce que va rayonner l'entièreté du Soleil au niveau de notre Terre. Sauf que évidemment, vous savez que on a des phénomènes qui sont assez complexes sur notre Terre avec l'atmosphère, qui vont absorber une partie de l'énergie qui va nous permettre notamment d'avoir la vibration du diazote qui va nous permettre d'avoir la couleur bleue du ciel. Et donc du coup, sur Terre, on va considérer que les constantes solaires qu'on va recevoir, ça va être 342 watts par mètre carré. Alors, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on peut recevoir en dehors de l'atmosphère que ce qu'on peut recevoir au niveau du plancher des vaches. Mais c'est normal, tout ça se traduit à travers l'albédo, les nuages, l'atmosphère, les gaz qui sont ici. Donc c'est normal. Faut pas que ça vous surprenne plus que ça. Donc la Terre, elle est animée de deux mouvements de rotation, notamment qui sont appelés révolution et rotation. Alors ça, c'est ce on avait déjà vu ça, notamment au collège et en seconde. Donc on répète, la révolution, elle correspond au déplacement de la Terre autour du Soleil. Donc ce mouvement se fait dans le plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Je vous rappelle que le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel il y a toutes les planètes du système solaire. On est sur un truc plan. Et la rotation de la Terre sur elle-même, elle se fait autour d'un axe qui joindrait les pôles nord et le pôle sud. Donc
cet axe, il est incliné par rapport au plan de l'écliptique. C'est pas le cas pour toutes les planètes, d'accord ? Cette inclinaison a des répercussions importantes pour nous. Il faut bien retenir que nous, on est penché de 23 degrés environ, et toutes les planètes ne l'ont pas, cette inclinaison. Donc ces deux mouvements modifient l'angle avec lequel on reçoit le rayonnement solaire, qui atteint la surface de la Terre, et donc la quantité d'énergie qu'on reçoit. La puissance reçue du Soleil dépend donc de l'angle entre la normale et la surface de la direction du Soleil. Cette configuration explique les variations de température, de saison, de climat que l'on observe sur Terre. La puissance reçue du Soleil par unité de surface dépend du mouvement de la journée, du moment de la journée, du jour de l'année, ça c'est pour les saisons, et de l'emplacement sur la Terre, la latitude. Les différents phénomènes expliquent la variation de la puissance solaire reçue. La rotation de la Terre sur elle-même, ça va être la variation diurne, donc jour-nuit. L'inclinaison de l'axe de la rotation de la Terre et de révolution autour du Soleil, ça va, ce qu'on a dit tout à l'heure là, mais ça va avoir une répercussion importante parce que ça va faire la variation saisonnière. Et l'inclinaison de l'axe de la rotation de la Terre et la forme sphérique de la Terre, dont on parlera plus tard, ça nous fait une variation sur la zone climatique. Donc, vous avez tout le bilan qui est complété ici. À vous de le revoir. À la rentrée, on fera un petit QCM sur ce bilan notamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit par message sur École Directe. Je vous souhaite évidemment de bonnes vacances et reposez-vous. Au revoir.